Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de participer à ce webinaire de rétrospective sur le CES 2021. Je suis Ingrid Sarlandi, la nouvelle maire du village Baïséa Toulouse 31. J'ai la chance de rejoindre le réseau des villages Baïséa, 37 villages à travers la France, plus de 1000 startups, 600 partenaires et on a atteint le milliard d'euros de levée de fonds sur l'ensemble de nos startups. Aujourd'hui, on prend le temps de revenir sur ce CES 2021 qui a été 100% digital et j'ai la chance d'ouvrir cet événement avec Nicolas Langevin, directeur général du Crédit Agricole Toulouse 31. Bonjour Nicolas, merci beaucoup de prendre le temps d'ouvrir cet événement ensemble. Bonjour Ingrid. Alors, est-ce qu'on peut faire un pas en arrière et revenir sur cette année 2020 qui a été particulière et le rôle du Crédit Agricole, comment le Crédit Agricole a accompagné les entreprises innovantes, dont les startups, lors de cette année? Alors, tout d'abord, plus globalement, ce qu'il faut dire de cette année, c'est que jamais les entreprises ont été aussi accompagnées par l'État et les banques. C'est jamais arrivé dans la période récente. Alors évidemment, pour les entreprises innovantes et encore plus les startups, c'est très important ce soutien. Juste une preuve de ce soutien, c'est que les faillites ont baissé de 40% dans cette année 2020 par rapport à 2019. C'est certes temporaire, mais c'est une vraie preuve de ce soutien. Alors pour la Caisse régionale de Crédit Agricole Toulouse 31, nous avons été très proactif vis-à-vis de nos clients pendant cette période. Nous avons redoublé d'attention, d'écoute, d'empathie aussi un petit peu, parce que c'est très important dans ces périodes-là, auprès des petites entreprises qui, plus que d'autres, devaient être un peu perdues dans cette période. Mais nous avons aussi accompagné, nous avons fait 7000 reports de crédit en attente, je dirais, d'une meilleure situation pour ces entreprises les plus jeunes et les plus sensibles. Nous avons fait aussi 3000 PGE pour l'ensemble des entreprises, pour 350 millions d'euros juste sur le Haut-de-Garonne. Là aussi, c'est pour montrer l'importance du soutien du Crédit Agricole pendant cette période. Aussi, nous nous sommes adaptés. Nous avons réussi, je dirais, à faire une relation quasiment 100% digitale, mais tout en restant aussi 100% humain, avec l'empathie, l'écoute du conseiller dans cette période difficile pour ces entreprises, et notamment les plus innovantes. Nicolas, savoir évoluer, se transformer, se digitaliser, c'est la parfaite ouverture pour parler du CES 2021. Petit clin d'œil, nous avons débuté les échanges tous les deux l'année dernière à Las Vegas lors du CES. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet événement qu'est le CES? D'abord, beaucoup de choses. Et puis, premier commentaire, c'est vrai que ça fait un an, en effet, ce CES, et il s'est passé tellement de choses transformantes depuis. C'est très impressionnant. Pour revenir au CES lui-même, moi j'étais vraiment impressionné par ce gigantisme à l'américaine, toutes ces entreprises, start-up innovantes qui viennent là-bas sur le CES de partout dans le monde, et plus particulièrement de la présence de la French Tech. La France est très présente sur cette manifestation du CES, ce qui est d'ailleurs très porteur pour l'avenir et ça nous donne beaucoup d'espoir pour notre pays. Ce qui m'a marqué aussi beaucoup, c'est l'esprit avec lequel les entrepreneurs viennent là-bas. Ils ont souvent une idée, bien sûr, un projet, souvent, parfois un proto, mais c'est plus rare, très rarement un business plan. Et pour autant, ils viennent là-bas présenter leur projet, porter leur projet, avec leur propre argent, l'argent souvent de leur famille, la monnaie, mais c'est très courageux, c'est très américain et ça m'a beaucoup impressionné. Après, le commentaire, c'est que les tendances qu'on avait vues l'année dernière, finalement, se sont confirmées, accentuées en matière d'innovation. Finalement, au travers du domaine de la santé, beaucoup d'innovations en matière de santé, mais également de travail à distance, de travail collaboratif avec tous ces outils, comme l'entreprise Klaxoon, par exemple, cette entreprise française qui s'est quelque part un peu imposée d'une certaine manière dans ce domaine du travail collaboratif. Et puis, dernier point, peut-être, qui était déjà présent mais qui s'est accéléré, c'est la présence, l'efficacité de l'intelligence artificielle dans un tas de domaines d'application qui donnent une force à notre économie et c'est vraiment un atout pour la suite. Merci beaucoup. Nicolas, vous connaissez très bien cet écosystème d'entrepreneuriat de start-up. Pourquoi le CES est si important pour le CA Toulouse 31? D'abord, on est, je dirais, un acteur important du territoire. On finance un peu plus de 30% de l'économie.
on est très immergé dans cet écosystème d'innovation et c'est pour nous quelque chose d'assez important pour préparer l'avenir. Par exemple, notre village de l'innovation du Crédit Agricole fête ses 4 ans avec ses 200 personnes hébergées, ses multiples startups qui sont à l'intérieur. C'est pour nous vraiment un laboratoire de recherche pour notre propre innovation. La Banque de l'innovation, qui est née également très peu de temps après le village, poursuit sa croissance avec ses conseillers spécialisés qui accompagnent les entreprises innovantes de manière très particulière parce que c'est très différent d'une entreprise normale. Et enfin, notre démarche d'innovation propre à la Caisse régionale a fait naître une démarche d'intrapreneuriat avec une petite entreprise qui s'appelle 12, qui est aujourd'hui présente, qui prend son envol, qui accompagne les entreprises de leur digitalisation. Et cette démarche d'intrapreneuriat, elle est importante, je dirais, pour le village, elle est importante pour l'entreprise parce qu'elle donne l'exemple et elle montre le chemin pour la transformation de l'entreprise. Et enfin, je dirais que tout ça nous amène aussi à venir capter, je dirais, dans ce CES, mais également au travers de ce que l'on voit au village, les tendances d'innovation en matière de services pour pouvoir petit à petit adapter nos propres services pour nos propres clients et d'être toujours au plus près de ce qu'attendent nos clients en matière d'usage et d'innovation. Donc c'est très important pour nous et pour nos clients. Parfait, merci beaucoup Nicolas. L'innovation s'arrête jamais. On retourne au CES à Las Vegas en 2022. Et si les conditions le permettent, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. On continue l'événement. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Marcella, le CEO du Village by à Paris, et Bertrand Petit, le CEO d'InnoCherche, qui va nous venir partager avec nous les grandes tendances de ce CES 2020. Bertrand, lui, a vraiment regardé toutes les conférences de ce CES 100% digital. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Donc moi je suis Fabrice Marcel, je dirige le Village by à Paris. Ce que je proposais peut-être de faire pour les non-initiés, encore s'il y en a, je ne sais pas, en tout cas sur ce qu'est le CES. Le CES, sachez-le, il date de 1967, donc il ne date pas d'hier. Et c'est le grand rendez-vous annuel du numérique plutôt grand public et qui s'est imposé depuis quelques années également sur la scène numérique et des startups. Alors, quelques chiffres clés à avoir en tête pour vous montrer l'ampleur du CES. C'est 255 000 m² d'exposition, 3 800 exposants, 180 000 visiteurs, 140 pays. Il y a plus de journalistes au CES de Las Vegas qu'au JO. En tout cas, c'est comme ça qu'on le comptabilise. Quelques innovations majeures qui vont vous parler. Par exemple, le magnétoscope a été dévoilé au CES en 1970, le DVD en 1996. Donc, on voit bien que c'est un moyen extrêmement important pour permettre de diffuser un nouveau produit et notamment un nouveau produit grand public. Alors, au CES Las Vegas, il y a 2 grandes zones. La première de ces zones, c'est ce qu'on appelle le Las Vegas Convention Center. Je vais dire, c'est quasiment la zone historique, mais elle s'adresse plus particulièrement aux entreprises bien établies et qui présentent leurs nouveaux produits dans l'électronique grand public. Ensuite, il y a une deuxième zone, c'est celle qui nous intéresse le plus d'ailleurs quand on est village, quand on est entrepreneur, c'est ce qu'on appelle l'Eureka Park. Ça se trouve dans un hôtel qui est le Venetian et en fait, ils ont recyclé tout leur étage de parking pour pouvoir le spécialiser cette fois-ci dans l'exposition d'innovation développée par des startups. C'est un lieu qui est réservé par les startups qui souhaitent lancer leurs nouveaux produits ou leurs nouveaux services. Quelques chiffres à avoir en tête. 2019, c'était près de 360 startups qui étaient sur Eureka Park versus une cinquantaine en 2014. Donc on voit à quel point ça c'est la présence notamment française, à quel point notre présence, la présence des startups est devenue de plus en plus importante. Alors c'est devenu quasiment le passage obligé des entrepreneurs qui souhaitent s'ouvrir les portes du marché qui est devenu désormais mondial. Ayez en tête une chose, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir envie d'aller au CES, d'avoir les moyens pour y aller, encore faut-il être sélectionné. En fait, compte tenu du nombre et de l'affluence grandissante de l'attrait du CES, notamment auprès des startups, aujourd'hui, pour pouvoir y aller, il faut pouvoir être sélectionné par l'organisateur. Et comme on est sélectionné, il faut que la startup propose une technologie déjà destinée au grand public, qui va être disponible commercialement au plus tard dans les 3 prochaines années. Et cette startup doit venir également avec un prototype du produit ou du service qui va être exposé. La maquette papier, ça ne fonctionne pas au CES. C'est important d'ailleurs d'être suffisamment présent et mis en relief pour pouvoir attirer des personnes sur son stand.
Alors, dernière chose peut-être pour les startups qui nous suivent et qui souhaiteraient éventuellement y aller, il faut y aller quand on cherche à lancer son produit, pénétrer le marché américain, rencontrer des distributeurs du monde entier, rencontrer des investisseurs, et puis aussi c'est un bel outil de communication, je vous l'ai dit précédemment, c'est un des événements les plus relayés dans le monde et en France également. Alors se pose également la question de savoir quel est l'intérêt lorsqu'on est un grand groupe, notamment à la recherche finalement d'innovation plutôt B2B, que de se rendre dans ce salon de l'électronique grand public. En fait, ce salon s'est au fur et à mesure transformé et les grands groupes vont finalement au CES de Las Vegas pour être inspirés sur les innovations qui vont devenir peut-être les innovations qui vont se déployer dans les années à venir. C'est aussi un lieu extrêmement important pour pouvoir rencontrer d'autres grands groupes qui cherchent à innover dans un domaine ou dans un autre. Et le fait d'être aussi éloigné de la France, c'est aussi un moyen de très simplement pouvoir échanger avec d'autres en notant tout dress code, en ayant finalement d'une nouvelle manière de communiquer entre grands groupes et puis aussi startups qui sont présentes, et on vit un événement ensemble, tous ensemble pendant 3 jours à 9000 km de la France, et à aucun moment finalement on va être perturbé par un coup de fil ou une réunion imprévue. On vit le moment 100% sur place. D'ailleurs, l'événement du CES démarre quasiment dès les premiers pas dans l'aéroport partout en France, puisque c'est là où on commence à rencontrer tous ceux qui vont y participer, tout l'écosystème français qui va se déployer pendant ces 3 jours et vivre cet événement extrêmement intense tous ensemble. L'objectif, c'est ensuite de transformer tout ça dans les 6 mois qui viennent en réel business pour pouvoir rentabiliser les investissements des uns et des autres. Mais maintenant que je vous ai fait découvrir un panorama très très large finalement de ce qu'est le CES, ce qui est important surtout, c'est d'en découvrir les grandes tendances de l'année 2021. Et c'est le moment pour moi de passer la parole à Bertrand Petit, qui est le président d'InnoRecherche et qui anime depuis plusieurs années un écosystème de veille sur les usages de la techno pour les décideurs. À toi Bertrand. Merci Fabrice, bonjour à tous. Donc InnoRecherche, on fait une veille transverse sur les usages. Donc, on a bien compris très tôt que l'innovation, bon, d'accord, elle est permise par la technologie, mais ce qui fait vraiment l'innovation, c'est l'usage ou pas l'usage. Meilleur exemple, sur votre smartphone, en moyenne, vous avez 10 applications sur les 2 millions qui vous sont offertes dans le App Store. Donc, vous voyez, vous avez un usage sur certaines innovations et pas sur d'autres. Alors, c'était ma 11e année du CES, donc un CES très particulier, 100% digital. Et nous, on s'est focalisé que sur les conférences. On n'a pas essayé de suivre ce qu'ils avaient essayé de mettre au point sur les startups. Et d'après les échos que j'ai eus, ils n'avaient pas vraiment trouvé la formule. Côté conférence, nous, je dirais pas de changement, si ce n'est qu'on a pu en faire beaucoup plus. Alors, depuis une dizaine d'années, on organise beaucoup de voyages à travers le monde. Que vous imaginez, tout ça s'est arrêté en mars dernier. Donc, je vous parlais un peu du CES, beaucoup du CES et un peu du SXSW, mais voilà les autres destinations. On a un référentiel symbolisé par cette image, ce qui nous permet de décoder beaucoup plus vite. Et ensuite, on va faire de la vulgarisation pour aider les gens à passer à l'action, notamment les dirigeants. Donc, à Paris, on a 7 think tanks. Vous voyez les 7 think tanks, leurs titres, avec sur chaque think tank un responsable. Et puis là, pour ce CES, parmi les 40 veilleurs, il y en a 11 qui ont consacré ces 2 journées. Et c'est comme ça qu'on a pu couvrir à la fois les 170 conférences. Et puis on avait une rivière propre d'articles avec CreoPoint qui est très utile pour approfondir parce que vous pouvez vivre aussi le CES en lisant par la presse ce qui s'y passe. Donc voilà les grandes tendances en matière d'usage. Après un an de confinement, qu'est-ce qui se passe? Voici les usages. Alors, vous n'allez pas être surpris, le CES, c'est le Consumer Electronics Show. Donc, c'est Main Street America qui parle à tous ses potentiels clients. Et là, donc, c'était la gloire de la techno. Donc, sachez que le CEA qui organise le CES, c'est un des plus gros lobbies à Washington. Et donc, bien sûr, le message qu'on a entendu multiples fois, c'est la technologie a sauvé nos économies, a sauvé nos vies. Grâce à la techno, vous avez pu continuer à travailler, à manger, à former les enfants, etc. Donc, vraiment, on est très, très fort. Et le deuxième, c'est, voilà, 2 mois de confinement font plus que 5 années de change management. Je crois que beaucoup de gens l'ont réalisé. Et donc, c'est le phénomène du déclic. Je vous rappelle un terme très simple. Qu'est-ce que c'est que le confinement? C'est l'absence de mobilité. Voilà, on est coincé chez soi.
comme Carlos Ghosn, bien qu'on n'ait commis aucun méfait. Et donc, on apprend à vivre sans mobilité et ça a été assez étonnant. Alors, aussi, ça c'était pour les veilleurs, et il était assez surpris dans les 170 conférences de ne pas trouver des conférences sur la transition énergétique, sur l'éthique, le télétravail. Bon, voilà, le CES, c'est Main Street America. Et par contre, le SXSW, où on va prochainement en mars, ça, c'est plutôt les bobos de la côte ouest. Et là, on va beaucoup parler de tous ces thèmes sociétaux. Donc, on regarde, si vous voulez, une façon de le dire autrement, c'est que quand vous avez Tesla qui vous parle de futur de la mobilité, bon, ben, c'est très brillant, on s'envole, etc. Mais c'est qu'un signal. Quand 5 ans ou 10 ans plus tard, vous voyez à peu près le même discours dans la bouche de General Motors, ça a une autre signification. Et c'est ce qu'on va vous raconter. Alors, pour présenter le CES, Fabrice l'a bien présenté, mais voilà, cette couverture du Wall Street Journal, où l'énorme Convention Center était transformé en centre de vaccination. Et donc, nous, on était à distance sur nos mobiles et nos PC. Alors, petite image Covid, vous avez vu ça. Donc, énorme succès de ces pets électroniques qui, quand vous les caressez, vous sourient, etc. On peut dire que c'est un peu dommage que cette charmante jeune fille n'ait qu'à caresser une peluche. J'espère qu'à son âge, elle avait d'autres souhaits. Mais voilà, c'est comme ça le Covid. Alors, aussi, petit clin d'œil Covid, c'est super masque, vous avez tous vu ça. Donc, non seulement transparent, ça filtre l'air et ça amplifie votre voix. Donc, j'espère de tout mon cœur qu'on n'aura pas à utiliser ça prochainement. Mais plus sérieusement, voilà, c'est une phrase assez marquante. Je crois que c'est Bill Gates qui disait ça. D'année en année, on ne voit pas grand-chose, mais quand on prend la décennie, on voit des changements assez majeurs. Donc, si vous voulez, tout ce qui était réalité virtuelle, réalité augmentée, donc ça a commencé vers 2014, etc. Donc, Google Glass, vous vous rappelez du fiasco avec ces lunettes d'extraterrestres où on filmait tout. Et maintenant, à droite, vous voyez les nouveaux formats. Donc, ça ressemble à des lunettes de ski, des lunettes de soleil. Donc, ça passe beaucoup plus inaperçu. Et avec ça, on va pouvoir jouer en réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc, on va voir à quel rythme. Mais définitivement, ça passe dans les usages. Donc ça, amusant, mais je dirais un peu plus qu'amusant, parce qu'avant, vous voyez des robots qui faisaient des choses, mais pas vraiment utiles, hein, comme le robot qui passe l'aspirateur, mais qui ramasse pas le linge qu'il y a par terre et qui n'est pas capable de le mettre dans la machine à laver. Là, le robot, quand même, il commence à prendre le couvert sale dans l'évier pour le mettre dans la machine. Bon, alors je ne vais pas l'acheter demain matin parce que je crois qu'il faut quand même être geek et pas mal de setup et ça doit coûter très cher. Mais peut-être que dans 3-4 ans, on aura ce genre de truc. Donc, assez amusant. Alors, nous, comment on organise une veille transverse sur les usages? Ben, on part des fondamentaux. Nous avons tous 12 besoins vitaux que vous voyez là. Donc, ce n'est pas la pyramide de Maslow parce qu'on ne l'a pas mis en hiérarchie, on l'a mis à plat, mais vous voyez, garder la santé, respirer, dormir sur un toit, se déplacer. Et là, vous êtes sûr que vous n'allez rien oublier. Okay, et c'est vraiment ces usages dans les 12 pans de ma vie. Et le truc fondamental, c'est qu'un usage dans un pan va contaminer vers les autres pans. C'est-à-dire ce que je peux faire avec se vêtir. Pourquoi je ne peux pas le faire quand je parle de se nourrir? Ah oui, c'est vrai, ils n'ont pas encore fait ça, mais j'ai une attente inassouvie. Donc, ça crée des possibilités pour un nouvel entrant d'extrapoler cet usage. Donc, c'est ce qu'on fait toujours et c'est ça qui donne la richesse de notre veille. Alors, dans toute présentation d'évolution des usages, il faut déjà avoir un diagnostic partagé. Donc voilà, on était où fin 2019? Ben voilà, 40 ans de globalisation, 30 ans d'Internet. Donc, le meilleur, ben c'est tout ça, mobilité pour tous, accessibilité de la santé, formation, énergie propre, fabrication propre, smart gouvernement, et plus de pouvoir d'achat. Mais il y avait quand même des petites ombres au tableau. Voilà, Trump, fin de l'économie globale, Zuckerberg, that's pretty crazy. Me influencing American election? No, that's pretty crazy. Bon, la cyberguerre,
le débat, c'est pas la prochaine guerre sera une cyberguerre, c'est que nous sommes en cyberguerre. À l'instant, je vous parle, et depuis plusieurs années. Bon, le réchauffement climatique, donc un thème très fort, dont on va reparler post-Covid. Voilà, les Chinois qui commencent à manipuler l'ADN, soi-disant pour sauver des bébés du sida, mais en fait, le MIT répond 3 semaines après, oui, mais vous touchez à ce chromosome-là, et dans ce chromosome, c'est aussi la mémoire, et on sait que tous les parents chinois, ils veulent augmenter la mémoire de leur enfant, donc je ne sais pas à quoi vous jouez. La financiarisation de l'économie, c'est quand même un peu dingue ce qui se passe, et puis Sésame, Social Credit en Chine, waouh, voilà. Donc là, il était une fois, fin 2019, et puis il y a le Covid qui arrive, et après 2 mois de confinement, en mai de l'année dernière, on se dit, on se réunit, on regarde les 12 besoins vitaux, et voilà, il y a 4 nouveaux mégatrends sociétaux et 4 nouveaux mégatrends télétravail. Le premier, c'est la détox. On se détoxe de nos anciens usages. Avant, on prenait la voiture pour un oui, pour un non. On allait 2 jours à New York pour faire 3 réunions, etc. Et on se baladait tout le temps. Donc, c'était une économie de la mobilité. Et puis là, tous les médecins qui s'occupent de centres de désintoxication vous disent qu'il faut 40 jours minimum pour une cure. Ben, nous, on a eu facilement 2 mois avec des rebelotes un peu plus tard. Donc voilà, on se désintoxie de nos vieilles habitudes pour réfléchir. Donc résilience versus profit. Voilà, donc vous connaissez ces supply chains hyper compliqués. Et puis tout le monde, un beau matin, s'est réveillé en disant « mais c'est évident, il faut privilégier la résilience au profit ». Alors que ça faisait 40 ans qu'on disait à tout le monde dans toutes les organisations, non, il faut optimiser le profit à la 3e décimale, et tant pis si la chaîne, la supply chain, elle est encore plus complexe. Donc vous voyez comme on change vite d'opinion. Les scénarios dans les crises, pas tellement en ayant la boule de cristal, mais 7-8 scénarios, et avec sur chaque scénario un plan d'action vachement bien chiadé, qu'on est prêt à déployer tout de suite. Et le meilleur exemple au niveau des nations, ça a été la Corée, qui avait son scénario hérité du SARS, et le 2e jour de la crise, ils l'ont déroulé. Alors que nous, on s'est plutôt arrêté en disant non, c'est en Chine, non, c'est en Italie, ça ne va pas traverser les Alpes, et puis on n'était absolument pas préparé. Bon, il faut dire à notre décharge, on n'avait jamais connu de pandémie depuis un siècle ou 2. Alors, le 4e mégatrend sociétal qui est important, c'est des dictaticides. Donc, confinement, c'est un dictat liberticide, hein, donc vous n'avez plus le droit, vous êtes prisé chez vous. L'autre diktat liberticide qu'on n'a pas réussi à mettre en place, c'était le contact tracking, mais j'aurais bien aimé, moi, avoir le choix entre 2 diktats en me disant, tiens, soit tu es confiné chez toi, soit tu acceptes de te faire traquer sur le contact tracking, et comme ça, si tu as rencontré quelqu'un de contaminé, on aurait pu te le faire. Mais on n'était absolument pas prêt à faire ça en termes de gouvernance, en termes d'expérience, alors que les Chinois l'ont très bien fait. Et puis, il y a les 4 mégatrends autour du travail, et précisément autour du télétravail. Donc, le télétravail, pour tous ou pour beaucoup, au moins un tiers de la population, c'est des nouvelles cybervulnérabilités. Là, on a eu une confirmation très vite, fin de l'année dernière, que les menaces ont augmenté de 70% en l'espace de 8 mois. Donc, le besoin de créer des nouveaux liens sociaux, donc c'est pas parce que la fonction est préservée, c'est pas parce que vous avez réussi à faire votre réunion budget en Zoom ou votre assemblée générale que tout ce que ont retiré les gens de ces réunions budget ont été faites au même moment. Donc, c'est ça qui est très compliqué à voir. Vous voyez dans des organisations des tas de trucs qu'on n'a plus fait. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Ça veut dire que ça ne servait à rien, ou au contraire, ça crée des malaises, des tensions. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, télétravail, travail à distance, ça veut dire subsidiarité. Il faut décider par les valeurs. Et il y avait des boîtes où les valeurs étaient bien inscrites et bien vaincues et ils peuvent arriver à bien jouer la subsidiarité. Il y en a d'autres, c'était moins évident. Et enfin, les nouvelles motivations post-Covid. Donc vous savez, on apprend ça à toutes les bonnes écoles de management.
un employé ne peut être motivé que s'il y a 4 prérequis. Et il y a le sens qui est très fort, il y a la compétence qui doit être là, il y a l'autonomie. Si je ne suis pas autonome, je ne peux pas être motivé. Et la 4e, c'est pas de sentiment d'injustice. Donc voilà ces trends. Et puis donc tout ça, potentiellement, nous prépare sur le grand débat mondial qui arrive sur le réchauffement climatique. Alors, télétravail, pourquoi tous les patrons ont trouvé que c'est génial, qu'on gagnait de la productivité? Et on a essayé de se pencher un peu dessus en se disant, finalement, revenons à l'origine, pourquoi nos aïeux, milieu du 19e siècle, ont commencé à créer des bureaux. Eh bien, voilà, il y avait souci du contrôle de tâches, de la formation, discussion, process. Et puis aussi un deuxième lieu de vie généralisé. Vous vous souvenez, fin 90, on a commencé à faire des séminaires au vert. Et pourquoi? Parce que le bureau avait généré ses propres poisons qui s'appellent la réunionite, etc. Et donc, on n'arrivait plus à travailler au bureau, donc on partait au vert. Et puis, il y a eu la mode des open space, et on a tellement densifié, on a gagné des mètres carrés, soi-disant pour faire de la collaboration, mais finalement, c'était pas génial pour tout le monde. Et ensuite, quand on dit post-Covid, bon, maintenant, vous revenez au bureau, et en plus, non seulement vous avez votre casque anti-bruit ou vos oreillettes anti-bruit, mais on va vous mettre un masque, les gens ils disent, non mais oh, ça sert à quoi d'aller au bureau là? J'y comprends plus rien. Donc la conclusion, c'est que le bureau était devenu obsolète depuis 15-20 ans et personne ne nous l'avait dit. Et voilà donc pourquoi on a découvert tout à coup qu'il y avait des taux de faillite, donc avec les mêmes conditions. Alors Open Space ou Zoom télé-lassitude, voilà, au CES, vous aviez des belles casques, des belles enceintes où vous isolez. Alors je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar. Alors, plus sérieusement, ça, c'était au CES il y a 1 an et demi. On voyait des applications d'aptique très intéressantes. Donc, vous voyez, c'était un collègue de Cameo qu'on avait emmené là-bas, et il est équipé avec ses casques et ses gants qui sont électrifiés. Et vous allez voir en haut à droite, voilà, vous voyez ce qui va en bas, et là, il met la main trop près, aïe, et on lui a envoyé une décharge électrique. Et ça crée des décharges électriques. Moi, j'ai fait ouf. Et cette année, progrès, toujours dans l'aptique, c'est que les gants, maintenant, il y a au-dessus, vous voyez des genres de menottes qui vont faire du retour, vos mains vont vibrer, etc. Donc, on s'améliore beaucoup là-dedans, couplé avec les améliorations de la réalité virtuelle. Donc, vous voyez, la formation sur des métiers physiques, ça va commencer à être important. La robotisation. Donc, le Covid accélère énormément ça, parce qu'on a moins d'employés, on ne veut pas prendre de risques. Voilà quelques chiffres, hein, les robots industriels, x2 entre 2015 et 2020, d'après Robot Global. Et même source, le marché des robots passerait de 45 milliards en 2020 à 73 en 2025. Donc, on en avait parlé beaucoup, maintenant ça rentre dans l'économie. Donc, qui dit robot, qui dit objet connecté, dit risque de cybersécurité. Et là, ça devient majeur. Donc, on travaille ça au think tank. On explique toujours aux dirigeants que c'est un sujet qu'ils doivent parfaitement maîtriser, notamment faire de la cybergym. Mais là, le principe que je vais illustrer, c'est soit tu joues en première ligue pour la cybersécurité, soit tu ne joues pas. Tu ne vas pas, avec tes petits bras,
aller combattre des armées iraniennes ou des pays en ce temps, ou russes ou chinoises ou américaines. Donc, tu es obligé de t'adosser sur plus grand que toi. Alors, au CES, les gens commencent à réaliser que tous les objets connectés qu'ils ont mis dans leur maison, ça devient autant de vulnérabilités. Il y a eu des conférences sur ça, ce qui est nouveau au CES. Et à savoir, la télé, la web télé que vous avez achetée il y a 3 ans, mais finalement, vous l'avez mis dans la chambre du gamin en haut, mais elle est toujours connectée. Il n'y a pas eu les patchs parce que le fabricant n'existe plus, on n'a pas mis les patchs. Donc, c'est une vulnérabilité, une porte ouverte dans votre maison. Et ça se trouve, votre fils est en train d'être observé dans les moindres comportements. Donc, trouvez le maillon faible. Donc, soit vous êtes un geek et vous aimez bien passer le week-end à mettre les patchs à droite, à gauche, soit vous êtes monsieur tout le monde et vous êtes obligé de trouver un tiers de confiance. Donc, gros sujet, celui du tiers de confiance. Donc, aujourd'hui, c'est les GAFAM, c'est évident. Et vous l'avez suivi, maintenant je crois que tout le monde l'a compris, la voiture de demain, la voiture électrique autonome, c'est un smartphone sur 4 roues, hein, donc le nouveau président de Renault l'a bien compris, a utilisé cette expression. Donc du coup, Apple, qui a une grosse position, grosse image dans les smartphones, donc on reparle à nouveau de commencer à faire des smartphones sur roues avec Hyundai, on va voir. Mais à l'autre extrémité, vous avez Sony, qui est très connu sur ses consoles de jeux, qui a un beau tiers de confiance, qui a été très attaqué aussi en matière de cyber, qui se dit, bonne mère, je pourrais être aussi moi un tiers de confiance du digital, et infotainment, ça me connaît, donc il se lance dans la course à la voiture autonome. Donc, voilà, donc ça fait un acteur de plus qui potentiellement pourrait être votre tiers de confiance sur toute votre protection cyber. Et vous avez bien compris que votre protection cyber, elle passe de votre smartphone à votre voiture, à votre maison, etc. Alors, conférence assez étonnante du président de Microsoft, Brad Smith, que vous voyez là, qui est moins connu que le DG, et qui était le gros sponsor de l'événement, et qui nous fait une conférence, pas du tout technique, mais uniquement en termes de gouvernance, de politique, etc. Et il sort cette phrase, voilà, en 2020, les clients ont voulu non seulement connaître notre cœur, mais connaître notre âme, de quoi nous sommes faits. Et il dit, voilà, c'est scandaleux, c'est SolarWinds, que l'État laisse faire ça. Donc, toutes les administrations sont à plat, on a complètement été attaqué, donc il faut refaire un droit international plus sévère. Pour ceux que ça intéresse, c'est assez intéressant, parce qu'il y a quand même du droit derrière les cyberattaques, où les États considèrent que l'espionnage, bon, ben, c'est OK, on va supprimer l'espionnage du jour au lendemain, mais par contre, il y a des trucs que vous n'avez pas le droit de faire. Ensuite, il faut voir quelle police vous mettez derrière. Et puis, il finit son exposé en disant, voilà, les années 2020, ça va être des années extraordinaires, il faut redonner un sens à tout ça. Et vous vous rappelez, 1961, JFK Rice University, je vous promets la Lune, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est dur, etc. Voilà. Et là, pourquoi je vous parle de ça? Un espèce de course, c'est le président d'une des plus grosses boîtes au monde qui reprend le chapeau. Donc, je ne sais pas s'il a vu l'ironie de la chose, mais c'est quand même... Alors, les nouveaux usages Main Street America, confinement égale absence de mobilité. Et là, pendant 2 mois, 3 mois, on a réfléchi et on s'est rendu compte aux mobilités combien tu as façonné nos vies. Donc, c'est un thème qu'on a beaucoup suivi. Et l'année dernière, c'était les skateboards chinois. Parce qu'une voiture électrique, autonome ou pas, c'est simple, hein, c'est des batteries 4 roues électriques et puis de l'électronique. Et au-dessus, vous mettez n'importe quel habillage, que ce soit du Mercedes, du machin, et voilà. Et les Chinois ils disaient, de toute manière, nous, on a le plus gros marché de voitures électriques, donc tous les skateboards à droite, ils seront chinois. Alors, General Motors a compris ça et dit non, 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 moi aussi, je vais faire des skateboards. Et d'ailleurs, j'ai annoncé un partnership avec LG pour faire des Gigafactory. Donc, j'ai trois châssis, 3 modules, et puis ils nous présentent les 30 modèles qui vont sortir d'ici 2025.
Et là, avec une certaine ironie, et je vais vous laisser écouter comment le président de cette division Hummer présentait le nouveau Hummer. Voilà. Alors, vous avez le son là ou pas? Bon. Donc, apparemment, vous n'avez pas le son. Donc, vous voyez, il vous présente le Hummer qui fait 1000 chevaux fiscaux, qui est complètement électrique. Et il dit, on saisit bien l'ironie de la chose, parce que le Hummer a été très critiqué comme un bouffeur de gasoline, pollueur, etc. Donc, General Motors dit, moi, je ne vais pas vous faire des voitures de bobo, je vais plutôt vous faire des voitures de Main Street America, mais vous n'aurez pas mauvaise conscience et vous pourrez dire à vos voisins, ouais, mais mon Hummer, il ne pollue pas. Donc, même chose, il lançait cette année cette course de voitures autonomes pour faire du Indy Racing. Et Indy Racing, c'est vraiment Main Street America ou pourquoi pas Redneck. Et vous voyez les réactions, c'est Electric Indy, what the fuck. Donc là, ça évolue, vous voyez, c'est plus Elon Musk qui parle, c'est General Motors, donc voilà, évolution. Alors, ce qui est très intéressant, et nous on se focalise là-dessus, parce qu'en 11 ans d'innovation, c'est la plus belle innovation qui arrive, celle qui va changer vos vies, et de façon assez rapide, on va voir, c'est la mobilité pour tous. Donc on avait suivi ça depuis plusieurs années. Donc au début, en 2015, c'était présenté la voiture autonome comme l'hyperluxe, l'extension de votre salon avec Mercedes. Et nous, on n'avait pas du tout accroché. On dit non, non, c'est une histoire de form factor, la même technologie, elle va vous faire de la mobilité pour tous. C'est-à-dire, vous prenez un petit wagon de seconde classe, comme ici, okay, vous mettez 8 chaises, et puis ça se couple automatiquement, les portes s'ouvrent, et on vous dit, bah, ceux qui veulent aller directement, je ne sais pas quoi, à la Défense sans s'arrêter porte-maillot, passez devant, les autres restez derrière. Donc, ça devient des petites voitures partagées, on n'a plus de voitures particulières, et vous savez que l'énorme problème qu'on a avec notre mobilité, elle tient en 2 chiffres, c'est que nous avons tous ou presque tous une voiture qui nous a coûté un paquet de pognon et qu'on utilise 5% du temps avec en moyenne 1,1 passagers par voiture. Bon, bah demain, ces petites voitures-là, elles tourneront 95% du temps et on aura 3 ou 4 passagers par voiture. Donc vous faites le calcul, c'est des coûts divisés par 10 ou par 20. Donc, où est-ce qu'on en est? Donc, ça, c'est la technologie Mobileye. Vous voyez la voiture blanche à Tel Aviv qui force le passage, voilà, tranquillement, à la mode israélienne. Donc, Mobileye, on a bien travaillé. Et donc, il nous rappelle qu'en voiture autonome, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 5 graduations, mais on s'intéresse surtout au niveau 2, que vous avez aujourd'hui dans beaucoup de voitures premium, Volkswagen ou je ne sais pas quoi, ou ce système qui vous maintient dans la bonne ligne et vous empêche de rentrer dans la voiture de devant, ça marche bien sur la route, mais ça ne va pas forcément marcher en ville. Si vous voulez faire la Défense, place de la République, ça va s'arrêter toutes les 2 minutes. Et lui dit, on augmente la fiabilité, et comme ça, on va pouvoir en faire des espèces de robotaxis demain, parce qu'un level 2 avec une mean time between failure de plusieurs mois, bah, c'est très vite transposable en un level 5 dans lequel il n'y a plus de pédale, il n'y a plus de volant, il n'y a plus de chauffeur. Alors, il nous présente ça, le patron de Mobileye, dont je vous rappelle, Mobileye a été racheté par Intel pour 15 milliards de dollars. Finalement, ça avait paru complètement fou, mais ça paraît maintenant assez bien vu. Ils ont racheté l'année dernière Moovit, qui lui se lance dans le business des robotaxis. Et ce business des robotaxis qui va commencer l'année prochaine à Tel Aviv, et qui existe déjà un petit peu en Chine, devrait atteindre 160 milliards. Donc il dit voilà, Mobileye, nous on a trois piliers dans notre stratégie, ADAS, donc vous avez vu ça, et il annonce le REM mapping, c'est-à-dire le mapping au centimètre près de toutes les villes. Et ça c'est assez étonnant. Si vous lisez attentivement la presse, vous avez vu que Ajaccio a acheté l'équipement de 20 voitures et Ajaccio veut mettre cette façon de faire des cartes, mais finalement, ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils ont vendu aux OEM leurs chips.
et puis le full stack self-driving. Donc il dit voilà, ADAS, il faut augmenter le MTBF, on l'a vu. Je crée des cartes au centimètre que je vais pouvoir revendre, comme à Ajaccio. Et puis surtout, ce que je vous avais bien dit il y a 2-3 ans, c'est que le moteur de règle qui pilote la voiture, ça va être open source. Et nous, on va se différencier sur l'intégration de tout ça, sur le coût, et éventuellement sur les cartes, etc. Donc, le moteur de règle, vous voyez, c'est une norme américaine, hein, IEEE, P2846, et qu'il a fait approuver, lui, par la maire de Tel Aviv. Et d'ailleurs, on aura très bientôt, le 16 février, une interview en direct avec elle, où elle va nous parler des prochaines étapes à Tel Aviv sur le robotaxi. Et il dit, pour améliorer la fiabilité, il faut mettre finalement 2 systèmes en parallèle. Donc, il y a le système comme Tesla, donc c'est le concurrent juré de Tesla, qui a ses 13 caméras, nous aussi on a nos 13 caméras, et en parallèle, je fais un système avec radar et lidar qui va mapper tout ce qu'il voit, etc., et ensuite qui doit le raccrocher au centimètre près à la carte de la ville. D'où la nécessité d'avoir cette carte de la ville que je peux downloader dans la voiture, qui me permet de me positionner au centimètre près. Donc voilà, redondance de 2 systèmes va permettre d'atteindre l'objectif de fiabilité. Et là, il dit, bingo, on a gagné. Aujourd'hui, on a 70% des level 2 ou plus qui marchent avec le système Mobileye, c'est-à-dire qui me renvoie l'information en temps réel de la ville pour faire mes cartes. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce qu'il nous explique qu'il arrive à faire du edge computing. Donc ça veut dire qu'il y a un PC dans le coffre de la voiture qui analyse toutes les images, qui les traite et qui renvoie uniquement 10 kilobytes par kilomètre. Alors ce n'est pas tellement un souci de gouvernance des données et de restreindre la bande passante, c'est un souci de ne pas aller encombrer là-haut de données inutiles et de garder uniquement la donnée avec sa sémantique, en disant voilà un bord de trottoir, il est là, voilà un feu, il est là, il a été changé, il n'a pas été changé. Et il va encore plus loin dans la sémantique, vous allez voir. Donc il dit qu'aujourd'hui, il reçoit 8 millions de kilomètres par jour pour mettre ses cartes à jour. Et demain, en 2024, ça sera 1 milliard de kilomètres. Donc, potentiellement, je peux mettre mes cartes à jour quotidiennement et le recharger dans le coffre de la voiture pour toutes les villes. Et donc, je crée des espèces de voies ferrées pour ma voiture, des chemins qui tiennent en compte tous les usages de la ville, et ceci au centimètre près. Pardon. Et donc, ça veut dire que les usages de la ville, c'est que je sais qu'à ce carrefour-là, quand c'est encombré, ben je laisse passer plutôt une voiture. Par contre, à la place de la Concorde, ça ne marche pas exactement. Et puis, il capte les changements d'usage. Depuis hier, il y a un nouveau nid de poule, donc les gens, ils restent un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et c'est comme ça qu'il arrive à piloter ces voitures avec une fiabilité extraordinaire. Donc, affaire à suivre. On va voir à quelle vitesse ça arrive, mais ça pourrait arriver vite. Excellente idée. Et donc, quand vous avez une carte au centimètre, vous pouvez commencer à parler de maquette numérique pour les villes et la Smart City, parce que vous avez cette carte à gauche, et à droite, c'est une autre start-up, Numina, qui utilise la même technologie, cette fois sur des caméras fixes, et qui observe tout ce qui se passe dans la ville. Et là, vous voyez, petite animation. Donc, en vert, c'est des piétons, vous voyez, ils sont anonymisés. En rouge, c'est des voitures, et puis ils vont avoir les comportements. Donc, ça veut dire que ce que Alibaba a fait dans sa ville natale en donnant une plateforme Smart City pour que la ville améliore les congestions qui sont mauvaises pour le business, eh bien, on peut le faire maintenant, et c'est l'idée d'Ajaccio, d'une façon tout à fait RGPD compatible avec ce type de technologie. Donc, le rêve du Digital Twin de la ville se rapproche, et ça peut être très intéressant. Donc, rapidement, la télémédecine, il y a une accélération, hein, c'est sûr. Hein, Doctolib, c'est x100 les consultations. En Angleterre, il n'y a que des consultations par télémédecine. Et puis là, on a eu des présentations assez importantes en disant, voilà, au niveau des usages, avec le Covid et la pandémie,
les gens restaient chez eux et ont appris à faire les prélèvements eux-mêmes, etc. Donc, ça ouvre des tas de voies. Et ce qu'on a trouvé aussi de très intéressant, vous allez voir le parallèle entre les élections Joe Biden, où beaucoup de boîtes ont encouragé leurs employés à être des bons citoyens et à aller faire du porte-à-porte pour encourager les autres citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Et ils ont dit, nous, maintenant, on va faire la même chose pour les vaccinations Covid. Parce qu'il y a un double paradoxe là. Il y a la moitié de la population qui voudrait être vaccinée tout de suite et ne comprend pas que ça ne soit pas possible, et l'autre moitié qui ne veut pas être vaccinée du tout. Donc, il faut convaincre et expliquer. Et finalement, donc, ils ont mis au point un espèce de bot qui répond à toutes les questions, on trouve les bons arguments. Ils l'ont mis sur le CDC, Center for Disease Control. Ils se sont dit, non, mais il faut aller plus loin. Donc, on le met sur le smartphone, ce bot avec intelligence artificielle, et on le donne à tous ceux qui font du porte-à-porte, comme on avait fait pour les élections pour encourager les gens à s'inscrire. Là, on encourage les gens à prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner. Donc ça, c'est très intéressant au niveau sociétal, mais au niveau transposition des usages, vous voyez, d'un secteur de ma vie vers un autre secteur de ma vie. Et donc en médical, vous avez compris, toutes les pièces du puzzle sont là. Il suffisait d'avoir l'acceptation. Donc là, une nouvelle pièce du puzzle, c'est ces petits devices qui sont capables de faire des tests d'ADN. Donc avec une goutte de sang, ils vont vous tester 30 maladies avec, vous voyez, des taux de 30 000 ou 560 000 samples par jour. Donc ça commence à être tout à fait important. Dans les loisirs, il y a Warner qui nous explique, nous on avait prévu de lancer Wonder Woman. Je vous rappelle que pour faire un lancement mondial, il faut tout figer 8 semaines à l'avance, il faut tout commander les supports médias. Et nous, on n'avait aucune visibilité, on ne savait pas si un pays allait reconfiner. Donc on a hésité, puis on a plongé. Et on a dit non, on le lance sur notre plateforme de streaming, HBO Max. On fait un événement en octobre, 24 heures, sur cette plateforme DC Universe qui fait partie de Warner. On a attiré 22 millions de fans qui sont venus voir un petit peu. Et donc, quand on a lancé au jour de Noël Wonder Woman sur HBO Max, on a eu la moitié des souscripteurs qui ont regardé Wonder Woman. Donc, c'était un grand succès. Et là, ils font tomber un énorme tabou qui était de dire non, on ne sort pas un film en streaming ou en DVD avant que les salles ne l'aient exploité pendant 2 mois ou 3 mois. Donc ça, vous voyez, c'est des déclics, des trucs qui se passent. Et a priori, ça m'étonnerait qu'ils reviennent en arrière. Donc, autre témoignage sur les concerts. Un organisateur de concerts en 2020, pendant 6 mois, il se gratte la tête. Et puis là, il se lance en octobre avec Bandwagon. Et ils espéraient vendre 1 million de tickets à 10 $. Et finalement, ils en ont vendu 5 millions. Donc, il dit, waouh, donc on teste des trucs, des résultats tout à fait étonnants. Donc, c'est ça, c'est une accélération de la digitalisation qui est phénoménale. Alors, on a beaucoup entendu cette expression de la double pandémie. On était vachement étonnés par tous les gens de couleur, notamment ce nommé Carlson de Ozzy, qui dit, oui, nous, on a déjà été plus affectés que les Blancs vis-à-vis du Covid. Et puis ensuite, on a eu Floyd, Black Lives Matter, donc on s'est trouvé complètement menacé par le système ambiant. Et donc, ça a été finalement une prise de conscience et une révolte, mais une révolte efficace en disant les réseaux sociaux nous manipulent. Quand on est sur Facebook, sur des communautés, on ne sait pas qui nous manipule. Donc, on va arrêter ça. Donc, on avait beaucoup regardé ça, nous, avec Roger McNamee, Zouk. Et Roger McNamee fait ses 3 propositions en disant on devrait interdire les business models de manipulation, donc interdire tout le business model de Facebook, de YouTube, les données personnelles inaliénables comme une extension de mon corps, et chaque citoyen devrait avoir son private cloud, donc voilà. Donc ce que fait Ozzy dit, voilà, nous on est un média engagé, mais on va vous proposer vos articles engagés sous forme de podcast, de news, mais on va jusqu'au bout, on va le magasin et le festival. Donc, allez, faites votre shopping dans les gens engagés comme vous et ne donnez pas votre argent à n'importe qui, etc. Donc, un militantisme citoyen nouveau.
Donc, pour conclure, on a eu cette accélération là, des 40 dernières années, et puis on a un an de Covid, confinement. Eh bien, il y a une nouvelle accélération vers plus de digitalisation. Alors, il y en a qui pensent que c'est une bonne chose. Bon, il y a certainement des choses bonnes, mais en termes de société, on peut résumer en disant ça allait déjà trop vite et tout ce qu'on a trouvé à faire, c'est d'accélérer encore un coup. Voilà, et merci, et je cède la parole pour les questions. Merci beaucoup Bertrand. Débrief et retour toujours très riche comme d'habitude. Peut-être une première question pour rebondir sur la question du tiers de confiance. Je pense que tout le monde a noté l'absence française. Est-ce que tu pourrais commenter sur cette absence de tiers de confiance français, en particulier si on cherche à connaître notre âme, on préférerait peut-être que ça soit fait de manière nationale. Vaste sujet. Donc là, normalement, on répond en 1 heure. Donc, on va essayer de faire en 2 minutes. On va beaucoup en Estonie. L'Estonie, un État d'1,4 million d'habitants, a créé un tiers de confiance digital qui s'appelle l'État. Donc, l'État a donné son identité digitale à tous les citoyens. En disant, je t'ai donné une carte d'identité, un passeport, je te donne un identifiant digital sous forme de carte digitale qu'on met dans un port USB de n'importe quel PC ou directement sur votre mobile. Et moi, l'État estonien, je vous garantis la véracité de la connexion. Et là, vous voyez les deux systèmes. Et vous avez le système américain sur lequel on vit aujourd'hui et malheureusement qui s'appelle un système d'Internet basé sur l'anonymat, je suis Batman 345, et la défiance. Donc, je ne sais pas qui tu es, donc je me méfie de toi. Donc, je vais faire des blockchains, des machins hyper sophistiqués. Alors que dans la vie de tous les jours, et surtout dans les valeurs européennes, tout se passe sur la connaissance, je te connais Ingrid, et sur la confiance. OK ? Et donc, nous, on a prêché depuis pas mal d'années sur l'absolue nécessité de faire un Internet européen basé sur ces valeurs-là, potentiellement sur une technologie X-Road estonienne, avec l'État tiers de confiance. Donc notre président Macron l'avait promis dans son programme. Bon, apparemment, il a eu d'autres choses à faire. Donc la French Road, vous n'en entendez pas parler beaucoup, mais c'est ce qu'il y a derrière. Mais allez voir sur notre site, on en parle beaucoup de ce sujet, mais c'est un énorme sujet. J'ai une question pour toi, Bertrand. Quand le CES a lieu en physique, quand on y participe, on a déjà beaucoup de mal pour se repérer finalement compte tenu de l'immensité des innovations qui sont présentées. Et d'ailleurs, heureusement que des acteurs comme toi, en revenant du CES, permettent d'avoir cette synthèse et en tout cas de ne retenir que l'essentiel. Mais finalement, la question que je me pose, c'est en digital, est-ce que le CES a tenu sa promesse? Est-ce qu'il y a eu autant de visiteurs que ça finalement en ligne, en dehors des spécialistes ou des experts comme tu l'es? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, quand on parle d'innovation, souvent on parle de ce concept de la sérendipité, de cette idée finalement qu'on laisse quand même une part de hasard grâce à la rencontre, grâce à des choses qui n'étaient pas complètement prévues pour pouvoir justement innover. Comment un CES full digital a pu y répondre à cette problématique-là? Peut-être qu'il n'a pas répondu du tout d'ailleurs, et tant mieux. Mais voilà, donc voilà, ces deux questions-là, c'est est-ce que ça a été un succès en termes de nombre de visiteurs? Est-ce que on a réussi sans être un expert, à trouver finalement une forme de réponse au questionnement actuel sur l'INO? Et deux, comment la sérendipité en digital peut faire sens aujourd'hui? Alors, réponse mitigée. Nous, on s'est focalisé uniquement sur la partie conférence. Et cette partie conférence, c'était un truc hybride bizarre parce que, bien sûr, tout était préenregistré. Hein, le mec n'était pas en direct. Mais on nous sortait la conf à 1h du matin, heure de Las Vegas, voilà. Et soi-disant, il fallait avoir un ticket à 200 € pour avoir accès à ces conférences. Mais en général, 10 minutes après, elle était sur YouTube, la conférence. Donc, on pouvait très bien couvrir tout le truc sans faire ça. Bon, donc nous, on a mis le moyen parce qu'on était 11 et on a couvert toutes les conférences. Et pour ceux qui connaissaient le CES à Las Vegas, les Américains, ils aiment bien les cues, hein, you're on the line, etc.
Donc, vous devez, pour aller aux grandes conférences, vous préparer 3 quarts d'heure avant, faire la queue, etc. Et puis, ces conférences, alors il y avait des spectacles énormes, ça, il n'y avait plus du tout. Et donc, c'était amusant, folklorique. Et puis, de temps en temps, on disait, merde, on a choisi la mauvaise. Celui-là, il nous fait du commercial, on s'embête. Donc, on s'en allait discrètement. Et puis, il fallait qu'on fasse 20 minutes de marche à pied pour trouver une autre conférence. Alors que là, d'un clic, vous dites, non, celui-là, il m'embête, je vais ailleurs. Et puis, vous passiez ailleurs. Donc, nous, je dirais, au niveau des keynotes, etc., on en a fait beaucoup plus. Et aussi, les formats étaient plus courts, ce qui était bien. OK ? Mais vous comprenez que c'est un modèle qui se cherche complètement. Parce que ça veut dire quoi? Qu'on n'est plus en physique. Donc, voilà, on va voir ce que le SXSW va inventer. À mon avis, ça va être plus original. Mais vous imaginez très bien que tous les organisateurs de salons, tous, qui avaient des chiffres d'affaires comme ça et qui, 2019, ils sont passés à zéro. Par exemple, le Midem, qui est un énorme salon, il se pose la question, qu'est-ce que je fais demain? Voilà. Alors, du côté start-up, il y en a quelques-uns chez nous qui étaient dans des jurys, et il y a eu des séances de jury start-up, ils en ont bouffé de la start-up 69, 70, etc. Bon, grosso modo, vous faites ça demain matin avec un Zoom, il n'y a pas de problème. Donc, tu as tout à fait raison, la sérendipité, elle n'était pas là. Moi, typiquement, au CES, j'ai passé une semaine pleine, bien 5 jours, donc la moitié dans les confs, et l'autre moitié, aller à Eureka, sentir les choses, aller sur le stand Samsung, sentir les choses. Et ça, il n'y a pas eu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'appuie beaucoup plus sur lire tous les articles de Mashable, de machin, de dire, tiens, comment il a senti les choses. Mais vous n'avez pas votre sensation à vous. Donc, c'est un monde à réinventer. Et quand vous dites, on va aller au CES en 2021, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je crois que personne n'est capable de vous dire qu'est-ce que c'est que le CES en 2021. Voilà. Et là, on tourne des pages. C'est assez impressionnant. De même que Warner Bros. Qui casse un tabou en disant, ça y est, je mets mon film en streaming avant de le mettre dans les cinémas. Bon, c'est quoi le CES 2021? Question mark. Non, mais c'est très clair que quand nous y allions, en fait, c'est quand même beaucoup de rencontres, beaucoup de startups que nous rencontrons, beaucoup de décideurs que nous rencontrons, et on surfe finalement sur toutes ces rencontres-là pendant 6 mois tout au long de l'année. Et aujourd'hui, on voit bien, on démarre l'année calmement, platement, et cet événement énergisant et qui apporte du business aussi aux startups, mais au village également, eh bien, on ne l'a pas. On ne l'a pas pour ce démarrage. On en avait une première de Pierre. Outre le focus sur Mobileye, très intéressant, quelles étaient les autres infos à retenir sur l'automatisation du véhicule? C'est petit. Tout le reste est petit. Si demain, allez, on va dire 2024, 2030, on passe d'un concept comme aujourd'hui de voiture particulière utilisée 5% du temps avec 1,1 passager, à un concept de voiture autonome collective avec 6 passagers qui tournent à 95% du temps, c'est comme passer du cheval à l'automobile. On montre toujours 2 images de Paris. Paris 1912, 1 million de chevaux, place de la Concorde, donc la pollution et tout. Paris 1922, 1 million de voitures. 10 ans. Donc en 10 ans, on va faire potentiellement cette transition. Donc le reste, l'innovation sur les voitures, je vous en ai pas parlé, c'est GM avec son skateboard, le Hummer avec 1000 chevaux fiscaux, voilà, vous mettez un bruit de moteur d'avion, machin, truc chouette. Mais grosso modo, c'est bien, c'est l'évolution du truc, les lidars plus perfectionnés, les machins, les trucs. Mais la vision, c'est Mobileye qui l'a, et je vous garantis, nos Mobileye, nous on le suit depuis 2-3 ans. Quand vous aviez un panel il y a 2 ans avec tous les acteurs de la voiture autonome et Mobileye, tout le monde se tait pour écouter Mobileye. Okay, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il l'a dit et il l'a fait. Donc maintenant, suivez ça de près. Ils ont annoncé qu'ils vont couvrir 10 villes, dont Paris, Berlin, etc. Et qu'est-ce qu'ils font dans ces 10 villes? Ils mettent leur nouveau logiciel avec la nouvelle puce dans une voiture level 2 banalisée et ils invitent les BMW, les Volkswagen, les Toyota qui sont leurs clients en disant « Viens essayer ma voiture à Paris aujourd'hui et tu vas voir que mon level 2, il a un mean time between failure de 6 mois. Donc tu vas pouvoir faire la Défense, place de la République,
en étant derrière ton volant, soi-disant attentif, mais tu ne vas pas toucher une fois les pédales et le volant. Donc, c'est leur démonstrateur. Et encore une fois que les municipalités qui, eux, ont les clés du système, c'est eux qui ont les clés du système, auront compris qu'un level 2 avec 6 mois de MTBF, c'est comme un level 5, eh ben, on va vous proposer des robots taxis à Paris comme on en aura à Tel Aviv l'année prochaine. Alors, une question également posée de la part de Fabien. Chaque année, une place assez importante est consacrée au sport, au CES, bien-être, santé, sport. Est-ce que cette année, il y a eu des innovations particulières sur le monde du sport, notamment du fait même que ce soit un secteur qui a été fortement impacté par la crise sanitaire actuelle? Oui, alors, on a écouté Dick's Sporting Goods. Donc, Dick's aux États-Unis, c'est comme Decathlon en France, c'est à peu près la même taille dans le monde, mais très traditionnel. Et eux, ils se sont révélés, après s'être arrêté complètement pendant 2 mois, avoir eu 0 de vente, à réinventer leur business en disant aux gens, non mais venez, on va faire du curbside picking, du curbside delivery, etc. On met tous nos stocks à disposition de tout le monde. On fait venir les grandes vedettes de foot, de golf qui n'ont rien à faire, on leur fait faire des démos, des démonstrations. Et puis, ils ont dit, l'énorme tendance, c'est que à partir du mois de mai, les gens ont compris que ça allait durer et qu'il fallait qu'ils s'organisent pour rester en forme chez eux. Et donc, le chiffre à la fin, c'est, voilà, après 2 mois d'arrêt en mars et en avril, on finit l'année à plus 8%, dont plus 90% en e-business. Voilà. Donc, c'est un secteur qui a boomé, qui est assez extraordinaire. Voilà, parce que des nouveaux usages, je dois faire du sport confiné, etc. Dernière question, parce que on va devoir arrêter. Est-ce que la question de l'écologie est prise en compte quand les entreprises travaillent sur toutes ces nouvelles innovations, ou la réflexion sur l'impact environnemental est-il très à la marge? C'est un peu le commentaire que j'ai essayé de faire au début sur CES et Main Street America, et SXSW, c'est Bobo, etc. Donc, réponse à cette question après le SXSW, si vous voulez, mais je dirais, oui, il y a tout, hein, il y a du greenwashing, il y a des gens sérieux. Je crois que, pour rester positif, cette crise, c'est la première fois qu'on a une crise mondiale qui touche tout le monde, où on s'arrête tous en même temps pendant 2 mois et on redémarre après. Donc, c'est du jamais vu. Donc, la crise de derrière, avec la décennie de la dernière chance, c'est celle du réchauffement climatique. Et si on est positif, on peut dire, maintenant que je vous ai montré que vous pouvez tout à fait vivre, bon, avec des compromis, etc., en n'utilisant plus du tout votre voiture, ou 10 fois moins, ou 50 fois moins, j'espère que j'aurai moins de problèmes à vous convaincre qu'il ne faut surtout pas avoir une voiture particulière, parce qu'il y a 10 fois mieux au point de vue écologie, la planète, parce que vous donnez simplement ce chiffre-là, hein, c'est 30 000 €, 2 tonnes de matériel, qu'on utilise 5% du temps avec 1,1. Et nos petits-enfants nous diront, mais papa, pourquoi il y a un périph' autour de Paris avec 4 voies? Et on dira, oh, je te raconte pas, on était 1,1 par voiture en 2020, 1,1. Ouais, mais tu sais, c'était des habitudes, puis on n'avait pas la techno. Ah bon, vous aviez des voitures particulières? Si, viens voir dans mon garage, j'ai encore une vieille voiture particulière. Donc ça, nous, on y croit à fond, on milite à fond pour ça. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas se faire de façon simple, mais les Israéliens et les Chinois vont le faire. Pour ce débrief du CES, à ce que je comprends, Bertrand, il faut qu'on organise une nouvelle session de retour SXW pour finir de répondre à toutes les questions. Merci à tous. Si vous volontiers. de l'événement, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau débrief. À bientôt. Merci Ingrid.